Bonjour, Stéphane Regnault, vigneron Ménil-sur-Oger, jeune vigneron, une dizaine d'années que j'ai commencé à vinifier. Voilà, expériences diverses avant dans l'aéronautique, dans la vente à Londres, avant de revenir en Champagne. Familial, au début, voilà, on est en Champagne, donc c'est toujours un peu une pseudo-pression familiale pour revenir. Pour ça que je voulais faire autre chose, en fin de compte. Et en fait, j'ai été rattrapé par l'envie de découvrir, de continuer, de créer quelque chose. Je pense que c'était vraiment ça. Malgré le fait que je suis parti à Paris, à la fin de mes études et 2 ans après avoir commencé le boulot, le monde parisien, le monde à Londres, les bouchons, métro, boulot, dodo, genre c'était mais impossible. J'en pouvais plus. Et en fait, je rêvais je parlais à tout le monde de Champagne. Je parlais que de ça à tout le monde alors que j'y connaissais rien. Et à un moment, tout le monde m'a dit c'est bon, casse-toi, quoi. Retourne-y parce que tu nous gaves. Donc, je suis revenu. Voilà. Alors, moi, je me suis construit. J'en reviens encore, j'y connaissais pas grand-chose. Je suis arrivé, je suis revenu en Champagne, j'ai débarqué un petit peu. Londres, le Ménil-sur-Oger, ça a fait mal. J'ai repris des études. En 1 an d'études, donc on n'apprend que dalle. J'ai bossé un petit peu vite fait chez Vicard Salmon pendant 1 an, et après je suis revenu sur l'exploitation. Et moi, mon père, il y avait de la prestation pour les traitements, il y avait beaucoup de tâcherons. Donc en fait, il n'avait plus trop la main sur les vignes, il n'avait pas le temps de tout faire. Je pense il était fatigué, enfin, il en avait marre. Du coup, quand je suis revenu, je me suis dit, voilà, je vais m'occuper des vignes. Première étape, on a acheté un tracteur, je me suis foutu le cul dedans et puis j'y suis allé, quoi. Donc clairement, niveau technique, j'étais en dessous de la limite acceptable. J'ai tout appris sur le tas avec des vieux vignerons, avec des réunions au bout de parcelle où on discutait avec des techniciens, des trucs. Donc j'ai commencé à travailler comme tous les vignerons traditionnels, c'est-à-dire bretelles, ceinture, parka, enfin tout, pour surtout pas avoir de problème. Et très très vite, en fait, on se rend compte qu'on peut améliorer les choses d'une manière exponentielle. Ça peut aller très vite. Et en 3 ans, j'avais diminué par 3 les quantités de phyto. C'est facile, quoi. Et ça marchait super bien. Donc de là, on se dit, avec les discussions avec plein d'autres jeunes vignerons, on se dit, ok, c'est cool, maintenant on va aller plus loin. On va aller faire du bio, on commence en bio, on finit en bio, on protège juste la fleur, et puis ça marche. Puis après, on dit, on va aller plus loin, on va être en bio. On se prend quelques claques, parce qu'en bio, c'est quand même un peu plus compliqué. J'ai un souvenir de 2012, ma première année où j'ai voulu tout faire en bio, où je me suis pris une raclée monumentale. Genre, j'ai failli pas avoir de récolte. Donc ça m'a fait prendre beaucoup de recul, et surtout, ça m'a fait comprendre mes différences de pouces, de réaction entre mes différentes parcelles. Des parcelles qui supportent très bien la pluie, mais moins d'autres choses, d'autres où il faut faire super gaffe, où il faut faire un travail manuel dans la vigne un peu différent. Palissage plus poussé, d'autres où justement les sols sont très superficiels, il faut peut-être garder un peu plus de feuilles. C'est une compréhension de chaque parcelle qui arrive petit à petit, et moi vraiment il m'a fallu 8 ans pour comprendre tout ça. Et une fois que j'ai compris ça, que j'ai compris que j'avais besoin d'être très technique pour être bio, c'est parti, quoi. C'est parti, et puis là on a lâché les chevaux, et je suis parti en biodynamie. Maintenant on fait notre compost, on fait de l'agroforesterie, on travaille sur les... Ouais, c'est ça. Et une fois qu'on est là-dedans et qu'on est rassuré de son travail de base, en fait tout s'ouvre, des opportunités énormes s'ouvrent, et si on est un peu curieux, il y a toujours des nouveaux trucs. Donc voilà, je dirais que c'est une viticulture en constante évolution, avec beaucoup de prise de recul sur pas faire de conneries quand même. On goûte les raisins, et puis quand on trouve qu'ils sont bons, on se dit ça va être tel jour. L'après-midi, je dis non, ça va être 3 jours après. Le lendemain, non, je recule de 2 jours.
Le jour d'après, je change. C'est une catastrophe, clairement. On n'est jamais sûr. On veut que ce soit parfait, mais c'est impossible. On fait quand même un peu des analyses qu'on fait nous-mêmes pour être sûr. Il y a un côté scientifique qui rassure un petit peu, qui nous met encore plus dans le doute. Parce qu'il y a des années, comme cette année par exemple, les raisins, ils avaient une maturité aromatique dès 9, 9,5 en potentiel d'alcool. Les années d'avant, il fallait attendre 11, 11,5. Donc en fait, le niveau rapport en Champagne, on parle toujours rapport sucre-acide, c'est comme ça que nos parents et nos grands-parents faisaient pour décider d'une date de vendange, une date de maturité. En fait, maintenant, non, on s'en fout, quoi. C'est plus comme ça nous rassure encore parce qu'on a été biberonné à ça, mais goûter les raisins, trouver que les arômes sont là, que les équilibres sont là, et ben, c'est à ce moment-là où il faut y aller, quoi. Par contre, si on va pas dans les vignes pour goûter, c'est un peu compliqué. Alors nous on est en Champagne, donc c'est grappe entière, de toute façon. Moi ma vinif c'est... alors encore une fois j'ai commencé à vinifier en 2014, j'y connaissais que dalle. Dans ma famille jamais personne n'avait fait de vin, j'ai été le premier à faire ça, donc je suis arrivé, j'avais aucun a priori, j'avais personne qui me disait faut pas faire comme ça, chez nous on fait pas comme ça, personne pour me dire, donc j'ai vraiment fait comme je voulais et je me suis construit, je discutais avec les copains, je voyais un peu ce qui me plaisait et je suis parti, donc la première année ça a été quand même assez traditionnel et dès la deuxième année c'est parti complètement en vrille. Maintenant c'est du fermentation spontanée pour avoir vraiment toute la biodiversité de la parcelle avec de la richesse, de la structure, de la profondeur, même si c'est une petite prise de risque. J'essaie de mettre le moins de sulfite possible, même si j'en mets toujours un petit peu, parce que cette fermentation spontanée peut prendre du temps avant de commencer, donc c'est bien de se protéger un petit peu avant. Et ensuite, c'est des élevages sur lit assez longs, quasiment 10 mois, on laisse, je laisse les vins faire leur vie. Malolactique qui se fait toute seule, naturelle, pas de stress, Et du coup, vraiment, l'idée, c'est je vais goûter les vins. On goûte, ça se passe bien, c'est bon. Si ça part un peu sur l'oxydatif, je vais bâtonner un petit peu pour reprotéger les vins avec les levures. Et si les bâtonnages suffisent pas, je m'interdis pas à réutiliser encore un petit peu de sulfite pour vraiment bloquer l'évolution du vin. C'est rare, mais ça peut se faire. Et ensuite, prise de mousse assez classique. J'ai pas encore assez de recul pour faire de la prise de mousse au jus de raisin ou avoir ma propre sélection de levure. Ça va venir. Encore une fois, c'est comme dans la vigne, quoi. C'est ça, moi j'aime bien prendre mon temps pour faire c'est étape par étape. Une fois que je valide une étape, je me dis ok, ça c'est bon, c'est validé, je vais aller chercher autre chose. Mais tant que j'ai pas validé cette étape-là, j'ai peur de me perdre et d'un moment de plus être dedans, quoi. Tu veux gérer ton sujet en fait. Exactement, je veux savoir ce qui se passe et je veux que ce soit un peu carré quand même. J'ai fait de l'aéronautique avant, hein. Bon. Et c'est ça, encore une fois, nous, en Champagne, l'élevage, et c'est plutôt la vinif, je fais pas encore des élevages longs, plus pour un problème de stock et de mise en marché que de choix techniques. J'aimerais bien faire un peu plus d'élevage long, c'est ce que je fais des fois pour les coteaux. Je pense que pour certains champagnes, ce serait super intéressant. Mais pour l'instant, voilà, c'est des fûts plutôt assez vieux, des fûts qui ont, quand je commence à utiliser, qui ont 5-6 ans. Mes premiers fûts viennent de chez Jaboulet, des Côtes-du-Rhône. Donc super rigolo, Marsanne-Roussanne, ça a matché direct avec mes vins, j'ai trouvé ça génial. Ensuite, des fûts d'Aucase Bourguignon. Puis maintenant, petit à petit, je commence à avoir un petit peu des fûts neufs de chez certains tonneliers. Je suis encore dans ma recherche de tonneliers, de ce que je veux, de ce que j'apprécie. J'y vais doucement. Un petit peu d'inox. Pareil, j'aime bien le côté droit et un peu sûr de l'inox, où ça va nous donner une trame assez intéressante. Et après, je fais des essais. J'essaie du pelliculaire. J'ai essayé du très 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 mûr, du chardonnay à 14,5 pour voir ce que ça donnait. Ça m'a pas plu. J'essaie des contenants comme de la céramique. J'ai un fût en forme d'amphore. Voilà, j'essaie plein de trucs. Encore une fois, c'est ça. Je sais pas, je connais pas tout. Donc il faut essayer et voir ce qui me plaît.
Pour l'instant, les fûts un peu patinés, qui vont juste apporter un petit peu de complexité, surtout une liberté d'évolution différente, me plaisent beaucoup par rapport à cette fermentation spontanée. Village de la Côte des Blancs, beau coteau, plein est, rempli de craie. Et du coup, Le Ménil, je pense que c'est un village assez iconique. Énormément de très grands vignerons et de vignerons très connus sont présents. Beaucoup de bouteilles sortent du Ménil-sur-Oger. Mais en même temps, c'est un village assez difficile parce que s'intégrer dans le village, c'est pas toujours évident. Les gens sont assez refermés par rapport à la nouveauté parce qu'ils n'ont pas besoin. Tout marche si bien qu'ils n'ont pas besoin de s'emmerder, quoi. Du coup, quand on arrive, qu'on fait des trucs qu'ils comprennent pas, qui nous voient faire de la biodynamie, ça fait une quinzaine d'années que j'ai commencé à en faire. Le gars, il me regardait d'une manière un peu bizarre. Et il pensait qu'il n'y avait pas besoin de faire ça pour avoir des bons vins. Effectivement, c'est juste des vins différents. On ne dit pas que c'est mieux, on ne dit pas que c'est moins bien. Et du coup, c'est un terroir qui met en avant énormément la minéralité, parce qu'on a une craie absolument magnifique qui va nous permettre de passer des années très compliquées, des années très sèches, tout en gardant une tension dans les vins, une précision juste fabuleuse. Et après, vignoble historique de la Champagne, pas de biodiversité, pas de choses comme ça. Donc après, c'est à nous, les nouvelles générations, de travailler pour replanter des arbres, replanter des haies. Donc c'est un village qui est en même temps extrêmement attachant parce que c'est mon histoire, c'est mon enfance, c'est l'histoire de ma famille. On est là depuis... moi, mes vignes viennent de ma grand-mère paternelle, de la famille Charlemagne. Je ne sais pas depuis combien de temps ils sont au Ménil, mais ça doit faire plus de 300 ans. Enfin, c'est énorme. Et en même temps, un village difficile. Parce que très difficile de s'intégrer dans ce village-là. Mais extrêmement heureux d'avoir des vignes là, parce que le terroir est juste phénoménal. Un château Cheval Blanc, quand j'avais genre 16 ans, un Noël dans ma famille de Bordeaux, qui était vigneron à Bordeaux. 16 ans, c'était l'époque où c'était accessible encore ces trucs-là. Où tu vois la cérémonie qui se crée autour. C'était à Noël, ils sortent une grosse quille comme ça, là, tout le monde se tait, tout le monde arrive autour, et puis on veut goûter, et puis là ils se retournent vers les enfants et disent allez, venez goûter, ça vaut le coup. Et ça, ouais. Et tu vois, c'est plus dans l'émotion que dans le vin, je me souviens plus du tout. Hein. Mais alors, l'émotion que ça a créé, et le rassemblement familial et tout ça, où tu te dis, waouh, génial, quoi. Franchement, je vais partir sur un champagne. J'adore ça. Et c'est moche, hein, mais c'est très... pour moi, c'est un Deutz, l'amour de Deutz. Parce qu'on a un pote qui bosse là-bas et il nous en a offert une à notre mariage. Et on a trouvé ça tellement génial que le vin en lui-même est déjà très bon, hein, mais l'idée est top. La première vraie ou la première... je devais avoir 3-4 ans. Fini tous les fins de verre de l'apéro et puis je dansais sur le tapis. Voilà. Énormément, c'est ça le problème. C'est que comme je me suis beaucoup fait tout seul, j'ai pris des exemples partout. Et à chaque fois que je rencontre des vignerons dits iconiques, je trouve ça génial et je prends des informations. Et j'essaye de tout mettre en place, ou ce que je peux, ou ce que je trouve intéressant. Du coup, trouver une seule personne qui, pour moi, ça me semble assez compliqué. Par contre, j'en ai plein. Plein. Donc, je pourrais même pas dire un tel est top, mais ouais, mais c'est ça en fait. Tous ont une approche différente, tous ont quelque chose d'intéressant à dire, tous ont leur idée du terroir, ont leur idée de l'approche du travail, ont leur idée du vin. C'est juste génial, quoi. Trop parlé ? Non, je suis quelqu'un de très exigeant dans le travail. Et j'ai tendance quand je fais confiance à quelqu'un, je peux vite être déçu et je le vis très très mal.
Et du coup, mais les gens qui travaillent pour moi ou les gens, enfin, et quand ça se passe mal, ça me, les émotions montent un peu trop, j'arrive pas à les gérer. Et des fois, ça, je peux vraiment être mal par rapport à ça. Et ça, c'est très chiant. Une grosse. Très très grosse. Et franchement, une très bonne que j'aimerais découvrir. Parce que pour la fin du monde, je veux découvrir un truc. Donc faites-moi rêver quoi. Adam Ondra, escalade. C'est, je fais de l'escalade depuis super longtemps et je me dis que ces gars-là, ils sont tellement barrés que ça doit être génial de boire un coup avec eux. Les vignes de Lampelusa, ça doit être top. Ça doit être vraiment génial. J'aimerais bien aller faire ça. Ce serait cool.